Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus si nombreux. Je remercie surtout le Dr Kochman qui nous a gentiment proposé cette rencontre. C'est une première pour Bicycle dans les Hauts-de-France, donc on est très contents. Alors nous avions souhaité retransmettre cette conférence en direct via un Facebook Live, mais un problème technique, un manque de bénévoles nous a empêchés de réaliser cette opportunité. Cette conférence est donc enregistrée et sera retransmise à partir du vendredi 9 juin à 21 h sur notre page Facebook La Parole Parents et sera accessible sur notre site pour tous nos adhérents. Cette conférence est une formidable occasion pour nous de présenter l'association et ses objectifs. Pour permettre un enregistrement de qualité et d'éviter des interférences, je vous demanderai donc de bien vouloir rallumer vos portables à la fin de la conférence. Je vous remercie. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Jacqueline Massier-Jacques, responsable parents relais Bicycle dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce que l'association Bicycle? Bicycle est la seule association en France pour les parents d'enfants et d'adolescents ayant des troubles de l'humeur. 3 missions clés de l'association: le soutien des familles pour ne pas rester seuls face à cette maladie, répondre aux questions des parents, les orienter vers des professionnels, trouver des solutions au quotidien. Deuxième objectif, créer un relais éducatif pour faciliter la vie à la maison, à l'école. Sur notre site, vous trouverez des fiches spéciales enfants, ados, parents, enseignants, professionnels. Toutes ces fiches sont validées par des psychiatres. Et faire connaître la cyclothymie juvénile, maladie invisible. Alors pour cela, je me déplace dans différentes structures où je participe à des groupes de travail d'accès aux soins des ados. Comment reconnaître qu'un enfant est en mal-être? J'interviens dans des ateliers mieux-être avec un pédopsie sous forme de conférences. Je suis intervenue dans une école pour expliquer la maladie. J'ai enregistré plusieurs émissions à la radio. J'ai participé à la formation de travailleurs sociaux. J'interviens lors des semaines d'information sur la santé mentale organisées chaque année en mars par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Agence régionale de la santé des Hauts-de-France. Je fais des écoutes d'enfants hospitalisés ici à Lautréamont. Je tiens des permanences à la maison des usagers en santé mentale MGEN, dont la coordinatrice est ici présente. Je vous rappelle que Bicycle est une association à but non lucratif d'intérêt général. Et comme toute association, nous avons besoin de fonds pour fonctionner, nous avons besoin de soutien. Les troubles de l'humeur ne sont pas connus. Notre but est donc d'en parler le plus possible et le nombre d'adhérents est primordial. Nous sommes plus crédibles si nous avons X fois 100 adhérents que si on en a 50. Au-delà de la participation financière pour notre cause, c'est une force, une voie, un pas vers la reconnaissance du trouble. Donc je fais appel à votre générosité, il n'y a pas de petits dons. Et s'il vous plaît, adhérez à l'association, faites adhérer vos amis, vos collègues, vos familles, cousins, papis, mamies. Tout le monde est concerné, les troubles de l'humeur sont un véritable enjeu de société. Alors pour toute nouvelle adhésion qui donne droit à une déduction fiscale, vous recevrez notre livre psychoéducatif pour les enfants, ainsi que notre magazine Entre deux pôles qui paraît 2 fois par an. Alors le thème de cette soirée est Impact des troubles de l'humeur sur la scolarité des enfants et des ados. Alors le retour des familles que nous suivons à l'association est que nos enfants se déscolarisent de plus en plus tôt, souvent au collège et de plus en plus fréquemment dès l'école primaire. L'école traditionnelle est parfois, si ce n'est souvent, mal ou pas adaptée aux enfants souffrant de troubles de l'humeur. C'est une école trop contraignante, hiérarchique, compétitive pour nos enfants qui ont du mal à s'y épanouir. En effet, le trouble de l'humeur est souvent un obstacle à l'apprentissage journalier, entraînant souvent chez l'enfant ou l'ado des retards, voire même un échec scolaire, alors que leur niveau d'intelligence est normal, voire précoce. Les difficultés d'apprentissage les plus souvent rencontrées sont un déficit d'attention, des problèmes de concentration et de mémorisation. Les jeunes cyclokites, comme on les appelle, se démotivent facilement, ne se sentent pas capables d'accomplir le travail demandé et par conséquent, ils perdent l'estime d'eux-mêmes en raison des critiques de par leurs résultats scolaires ou leur comportement. Cela peut entraîner des moqueries de leurs camarades et des problèmes relationnels. C'est le début d'un cercle vicieux qui peut aller jusqu'à la phobie scolaire et même jusqu'à la déscolarisation. Alors pour faire connaître la maladie, Bicycle a enregistré un petit clip qui a été diffusé aux étudiants psy à la fac de Nanterre. La question des étudiants était « Qu'aimeriez-vous dire à de futurs psychologues en 3 minutes ?»
Nous allons donc commencer par la diffusion de ce petit clip et le docteur Kochman enchaînera tout de suite derrière. Il vous informera ce que sont les troubles de l'humeur, quand la bipolarité s'installe, ce que ça fait dans le cerveau, les nouvelles thérapies et la scolarité possible de ces enfants. Je vous souhaite une belle soirée. On est donc dans des soins de jeunes qui ont entre 8 et 15 ans pour le bâtiment derrière nous et de 13 à 25 ans pour les bâtiments qui sont en face de vous, qui sont les anciennes usines DMC, qui étaient bien connues dans la région. Et donc c'est 36 lits de prise en charge de jeunes étudiants qui ont entre le CE1 et la 5e année de médecine, par exemple, actuellement. Donc vous voyez, entre 8 et 25 ans, dont prise en charge globale de jeunes en souffrance psychique. Alors ça peut être des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles bipolaires, TOC, anorexie, enfin j'en passe, mais il y a évidemment beaucoup de problématiques et de souffrances dans cette classe d'âge-là. Et donc nous sommes spécialisés avec une équipe pluridisciplinaire. Notre directeur, M. Désir, ici présent, qui est... je ne sais pas si vous voulez intervenir, monsieur. Merci. Et donc une équipe pluridisciplinaire qui a, et vous allez voir un peu ce soir les prises en charge qu'on peut faire ici. Merci beaucoup Jean-Denis, qui est l'un de nos animateurs de la clinique et qui a installé du son. Donc je vous passe le petit film de 2 minutes. Ces enfants n'existent pas. Pourtant, 700 personnes nous suivent chaque jour sur les réseaux sociaux et chaque année, plus de 200 familles nous contactent. Nous ne disons pas que tous les enfants colériques sont bipolaires, car il faut plusieurs symptômes précis. Nous vous demandons juste d'envisager cette hypothèse, en particulier devant un enfant en décrochage scolaire, avec des idées suicidaires, ou si vous êtes le 3e, 5e, 8e psychologue que la famille consulte. Malmené par les crises de notre enfant, qui la plupart du temps se comportera de façon exemplaire en séance, ôtez-nous d'une peur, celle de ne pas être cru. Nous avons un autre combat à mener, aider nos enfants. Vous savez, si on peut éviter les crises, les hospitalisations et que l'enfant reste dans des bipolarités atténuées, c'est quand même un sacré enjeu de société, sans parler du confort de vie pour lui. C'est un espoir. Et puis les bipolarités, ce n'est qu'une caractéristique de l'enfant parmi tant d'autres. Avec le temps, la régulation s'installe et la bipolarité passe au second plan, bien après leur intelligence, leur sensibilité, leur créativité, leur empathie, leur courage aussi. C'est ensemble que nous pourrons transformer leur handicap en potentiel. Voilà pour le petit film bicycle. Donc je vais enlever le son et préparer mon diaporama. Avec la petite clé USB et la télécommande, comme ça me permettra d'être un peu plus éloigné de l'écran. Alors, donc je vous propose de faire un petit topo sur 53 minutes. C'est-à-dire le temps qui nous reste jusqu'à 21h et ensuite de pouvoir répondre aussi avec un échange avec vous dans la salle autour de ce thème extrêmement important effectivement qui est la bipolarité, les troubles de l'humeur au collège et au lycée. Je l'ai appelé comme ça en vous disant déjà, et vous l'avez bien compris, que dans un travail ici, dans une clinique, on travaille avec le jeune et ses parents absolument. Donc on reçoit régulièrement les parents, on fait des bilans des soins réguliers, en expliquant ce qu'on fait. La prise de diagnostic, effectivement, c'est quelque chose de nouveau quelque part en pédopsychiatrie.
c'est pas nouveau dans beaucoup d'autres spécialités médicales, mais pendant longtemps, et j'ai entendu ça des centaines de fois, des parents qui me disent mon enfant est suivi en CMP depuis 4 ans, et à chaque fois que je pose la question aux médecins, aux psychologues, on me dit toujours oh là là, où vous allez vous avec vos diagnostics, pourquoi vous voulez poser un diagnostic sur votre enfant. Or, c'est une base, effectivement, de la stratégie de soins. Toute l'histoire de la médecine, depuis Hippocrate, est basée sur le fait de, si vous me dites là aujourd'hui par exemple, oh je tousse et j'ai 39 de fièvre. Bon d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas plus d'informations? Je vais vous donner un peu de Doliprane et après on n'aura pas le soin. Mais si on fait un examen clinique, une auscultation, une radio, une prise de sang et que ce soir ou demain matin je vous dis on sait ce que vous avez une pneumonie franche, lobaire, aiguë, à streptocoque et on a même fait l'antibiogramme et vous êtes sensible, c'est bon. Et bien dans ce que je vous dis, 80% du chemin est fait sur le plan médical et même plus. Parce qu'à partir du moment où je sais exactement ce que vous avez, j'ai appris dans mes études de médecine, dans la pneumopathie, dans la pneumonie de tel truc, on va mettre telle posologie d'antibiotiques pendant X jours. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que 80% du chemin est fait. Poser un diagnostic chez un enfant ou un adolescent, c'est pas forcément un tatouage, ça peut être aussi un post-it. Et je le dis bien souvent à des parents, et c'est la particularité des troubles de type cyclothymie ou bipolaire naissant. Je me bats depuis des années là-dessus, à la fois en clinique et en recherche, pour dire, contrairement à l'adulte, c'est pas forcément un trouble définitif. Et il y a beaucoup de parents qui m'ont entendu dire ici dans la salle. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un diagnostic précoce et peut-être tuer dans l'œuf le début de la maladie parce qu'on l'a prise très très tôt. Tandis que l'attentisme qui prévaut en pédopsychiatrie depuis 30 ans, qui est de dire oh, vous savez, il est jeune, on verra bien. Est-ce qu'on vous dirait, si on vous diagnostique un cancer, revenez dans 2-3 ans, on verra bien ce que c'est devenu, on ne sait jamais. Ce serait complètement aberrant, vous voyez. Or, une maladie, comme dans beaucoup qu'on parle d'un trouble bipolaire ou d'un cancer ou d'un diabète, c'est évolutif. C'est rare qu'une maladie, malheureusement, stagne et bouge plus et se pose comme ça. D'où, vous voyez, cette façon différente de penser les choses. Et on va donc faire une petite introduction sur l'humeur. Qu'est-ce qu'on appelle trouble de l'humeur? Qu'est-ce que l'humeur exactement? Et on va parler de la dépression de l'ado, du trouble bipolaire chez l'ado. Parler un petit peu, si vous voulez, aussi de cyclothymie. Mon objectif, vous le voyez, c'est pas de faire un catalogue de tous les troubles de l'humeur qui existent, parce qu'il en existe des dizaines différents. Mais de prendre 2 grandes lignes, parce qu'on n'a pas non plus toute la nuit. Et après, j'aborderai avec vous les nouvelles thérapies. Ça, c'est un point aussi essentiel. Et c'est essentiel, par exemple, ici, dans notre établissement, comme dans d'autres. Ce qui est aussi, je pense, assez nouveau dans le domaine de la psy. C'est d'une banalité dans les autres spécialités médicales. Si, par exemple, on doit se faire soigner pour un infarctus en cardiologie, on est sûr, ou quasiment sûr, si on va au CHR de Lille ou n'importe où, d'être suivi avec les dernières données du traitement d'un infarctus. Parce qu'on s'imagine bien qu'un cardiologue, il étudie, il publie, il se renseigne, tandis qu'en psy, c'est pas du tout le cas, vous le savez sûrement. C'est-à-dire qu'on va être soigné de manière extrêmement différente selon les lieux. Dans les choix qui sont faits dans une clinique comme la nôtre, c'est un choix simple, c'est d'être comme en cardio, c'est-à-dire de répondre aux dernières données de la science. C'est d'ailleurs une obligation éthique et médicale. Vous savez que dans l'article 32 du Code de déontologie médicale, j'ai la responsabilité de donner à mes patients le dernier fruit des données médicales, scientifiques, des choses les plus récentes sorties, parce que c'est la moindre des choses éthiques de faire en sorte que je vous donne les dernières données de la médecine. Ce qui fait qu'un médecin n'arrête jamais ses études. Et toute sa vie, on dit que 50% de la médecine change tous les 5 ans. C'est vrai, il y a plein de nouvelles thérapies, et je vais vous parler de tout ça ensuite. Et on finira de manière logique, vous voyez, sur soins et scolarité. Alors, l'humeur, qu'est-ce que c'est? On peut dire que c'est une prédisposition de base qui permet l'expression des émotions. Mes émotions, mes affects, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, comment je suis, est-ce que je me sens heureux, malheureux, stressé. Donc on a tous une humeur. Et on peut déjà tous dire qu'on a tous une humeur fluctuante. Est-ce qu'on est tous pour autant cyclothymiques? On peut se poser la question, parce qu'évidemment mon humeur va dépendre comme la vôtre des aléas de la vie, je sais pas, du nombre de stress que j'ai eu aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Ça pourrait être des bonnes nouvelles dans ma vie personnelle ou pas, ou l'inverse. Donc on est bien sûr soumis aux aléas
continue de notre environnement affectif, familial, professionnel, amical, les bonnes, les mauvaises nouvelles. Et c'est le mélange de tout ça qui va en grande partie intervenir sur notre humeur. Mais pas que. C'est-à-dire, on peut avoir aussi des phénomènes génétiques qui font que chez certaines personnes, il va y avoir des fluctuations d'humeur. On va faire une dépression sans raison de faire une dépression. Ou un accès maniaque sans raison de faire un accès maniaque. Parce que là, on touche ce qu'on peut appeler des formes de dépression, par exemple, dites endogènes. Par exemple, on pourrait donner plein d'autres modèles médicaux comme ça. Imaginez peut-être que certains d'entre vous être en lien avec ce trouble-là qui est fréquent, qui est une hypertension artérielle. On peut avoir des à-coups de tension artérielle évidents. Hein, vous allez chez votre médecin, il vous dit « Ouh là là, vous avez 18 de tension, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ?» Et vous lui dites, ah bah, c'est normal en ce moment, vous savez, c'est le feu au boulot, j'ai plein de stress, en ce moment à la maison c'est les examens des enfants, oh là là, qu'est-ce que je stresse. Ah bon, d'accord, et je vais augmenter un peu votre antihypertension. Il y a d'autres moments où on va chez le médecin vous dit, ouh là là, vous avez 18 de tension, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, rien, tout va bien dans ma vie, c'est cool, j'ai pas de problème, j'ai pas de stress plus que d'habitude. Et parfois, vous voyez, on peut avoir des actes tensionnels qui ne sont pas liés à l'extérieur et à notre environnement. Donc un modèle parmi tant d'autres. Donc on va aussi discuter de ces phénomènes de l'humeur. Ça, c'est une humeur neutre et normale. C'est-à-dire que ce n'est pas en ligne droite. Bien sûr qu'on va avoir des fluctuations et qu'on peut être bougon le matin, guiré l'après-midi, en fonction ou non des éléments de notre environnement. À certains moments, cette humeur, elle sort de la norme. C'est-à-dire qu'elle va descendre, 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 et là on est dans un modèle de dépression. C'est-à-dire qu'on a une humeur complètement dépressive. On va faire comment la différence entre les fluctuations normales et la fluctuation de la dépression? Ben, l'un des points, qui est un modèle aussi de maladie, c'est mon humeur dépressive entrave clairement mon fonctionnement normal. C'est-à-dire que d'habitude, je me lève le matin, je prends ma voiture, je vais au boulot. Là, j'en suis totalement incapable. Je suis mal, je suis en souffrance, je suis incapable de me lever, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, je tremble, je suis comme ça, je tiens pas debout. Là, je vois bien que ça entrave mon fonctionnement normal. Ou ça interfère avec, clairement, notoirement, avec ma façon de vivre normale. Donc là, on voit bien qu'on est dans le pathologique. Encore une fois, c'est un modèle médical. On dirait la même chose si on est en plein milieu d'une grippe, qu'on a 42 fièvres, qu'on a une tête serrée dans un étau, qu'on a mal dans tous les muscles et les articulations. On est dans un modèle qui entrave mon fonctionnement normal. La grippe que j'ai aujourd'hui va m'empêcher de travailler, je vais téléphoner à mon patron, puis au médecin pour dire je ne peux pas bosser aujourd'hui, j'ai une grippe. Vous voyez, on est dans exactement des modèles similaires. Et on peut avoir l'autre côté de la courbe. Et on va parler aussi donc ce soir d'hypomanie et de manie. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une humeur triste, on est dans une humeur inverse, on est dans un état d'excitation globale, mais pas forcément d'excitation heureuse. Parce que parfois on a l'impression que les gens qui font un accès hypomaniaque ou maniaque sont des gens qui sont euphoriques, dans le bonheur total. Non, ils vous décrivent, je suis pas bien, quoi. Je suis super énervé, je suis super speed, mais je suis pas bien, quoi. J'ai l'impression que je vais exploser, que je suis dans un état anormal par rapport à d'habitude. Je vois bien que je suis en phase up, ou en phase down, on va quelquefois employer des mots comme ça, et c'est super désagréable, faites quelque chose parce que je ne supporte pas. Parfois, certaines personnes vont le vivre quand même de manière euphorique. Alors la différence, on peut le dire tout de suite, entre le côté hypomaniaque et maniaque, c'est qu'hypomanie, on arrive à contrôler à peu près. On est hyper speed, on est hyper énervé, mais on se dit c'est bon, je gère, je vais revoir mon médecin, je me suis mis en arrêt pour pas faire quand même parce que je ne me sens pas capable d'aller au boulot, mais j'ai pas besoin d'une hospitalisation. Tandis que là, c'est maniaque, on est dans un état incontrôlable, ou en tout cas très difficilement contrôlable, et qui fait qu'on a vraiment besoin d'être hospitalisé parce qu'on peut être à ce moment-là dangereux pour soi-même, ou dangereux pour les autres. On peut avoir des actes dangereux comme des dépenses inconsidérées, parce qu'on perd tous les contrôles. Et on va se mettre dans un état euphorique à faire ce qu'on appelle des dépenses inconsidérées. À acheter, je me souviens d'un monsieur que j'avais vu qui s'était acheté, qui avait décidé de faire du golf du jour au lendemain alors qu'il n'avait jamais fait de golf, et qui était parti s'acheter 40 sacs de 15 clubs de golf, alors qu'il n'avait pas les moyens, qu'il n'avait pas l'argent, et il s'était dit qu'il allait racheter le golf en question pour être tranquille et pour qu'il n'y ait pas d'autres clients qui le gênent. Donc vous voyez, on est dans des états anormaux et qui peuvent coûter très cher et qui peuvent ruiner des familles. Donc voilà tout ça qui peut se poser très tôt dans la vie d'un jeune. On va faire une différence entre le trouble bipolaire 1 et le trouble bipolaire 2. Parfois, faussement, on va penser que le trouble bipolaire 2 est un trouble bipolaire atténué.
Parce qu'effectivement, le trouble bipolaire 2 va plus s'associer entre les états dépressifs quand on est dans la partie basse, et le bipôle, c'est que de l'autre côté, on va être dans des accès, à l'inverse, hypomaniaques. Prenez tous les symptômes de la dépression et imaginez en miroir l'inverse. Au lieu d'être triste, je suis dans un état euphorique, mais encore une fois, euphorique qui peut être gênant. Au lieu d'être complètement ralenti, je suis super speed, je suis super énervé, je marche très vite et je marche très vite et je suis super énervé. Au lieu d'être complètement fatigué, je pète une forme incroyable comme si j'avais pris des rails de cocaïne toute la journée. Au lieu d'avoir besoin de dormir pendant 12 heures, je dors 2 heures par nuit ou je dors pas du tout et ça fait 2 jours que j'ai pas dormi et 2 nuits et je suis en super forme comme si j'étais sous amphétamine ou cocaïne ou autre ecstasy. Et donc on est dans des états qui sont l'inverse de la dépression. Je disais justement que le trouble bipolaire de type 2 n'est pas forcément moins grave que le trouble bipolaire de type 1, où là on va avoir plus des épisodes maniaques. Alors certes, on va souvent être plus hospitalisé dans le trouble bipolaire de type 1, ici, hein, parce que comme je vous disais, un épisode maniaque ou un épisode dépressif majeur avec risque suicidaire, on a parfois besoin d'être hospitalisé. Dans les faits et dans ce qu'on connaît de la souffrance occasionnée par ces troubles, le risque suicidaire par exemple est le même entre trouble bipolaire 1 et trouble bipolaire 2. Donc c'est un piège de penser « Oh, t'as que un trouble bipolaire 2 !» « Oh ben toi c'est pas grave, moi c'est 1 !» Non, quelquefois on entend des gens dire ça. Ben non, il n'y a pas de préférence et de trouble moins grave que l'autre. Ce que nous savons sur les dépressions, premièrement, c'est que vous voyez que c'est 1 Français sur 5 aura un jour une dépression ou l'a déjà eu. C'est énorme hein, quand on y pense, et c'est donc une pathologie qui est extrêmement fréquente. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la médecine, nous dit que c'est en passe de devenir la maladie la plus fréquente du monde et qui coûte le plus cher à la société mondiale. Parce que oui, une dépression, ça coûte cher aussi. Il y a des économistes de la santé qui comptent combien ça coûte. Les frais, les hospitalisations, les arrêts de travail, les risques. Et c'est effectivement un problème aujourd'hui majeur. C'est une pathologie qui est une pathologie mortelle potentiellement. Oui, c'est une pathologie qui engage le pronostic vital. Il y a des risques bien sûr avérés de décès par suicide. On est ici dans une unité où on reçoit tous les jours plusieurs patients qui sont à risque majeur. Puisque vous imaginez une clinique pour des jeunes, eh bien on va thésauriser ici, parce qu'il y a très peu de cliniques comme la nôtre, la plupart des jeunes qui vont pas bien, qui sont en souffrance dépressive, qui débutent un trouble bipolaire. Donc c'est une problématique qui nous concerne et sur laquelle on travaille tous les jours. Il n'y a pas un jour où on n'en parle pas hein, avec le responsable des soins ici présente, avec notre cadre infirmière, et c'est vrai que ça fait partie des groupes de travail qu'on a eu pas plus tard qu'hier soir sur ces sujets-là. Donc on est en permanence sollicité et dans un désir extrêmement fort d'optimiser les soins et nos capacités à faire le maximum pour sortir les personnes de tous ces risques-là. Un point important, c'est que 70 à 80% des dépressions adultes sont prises en charge en médecine générale. Or, le médecin généraliste n'a pas les outils en psychothérapie, n'a pas les outils pour pouvoir bien soigner les personnes. Parce que le traitement d'une dépression ne doit surtout pas être que l'antidépresseur. On parle dans l'efficacité d'un traitement de taille d'effet. La taille d'effet d'un médicament est on pourrait dire sa puissance d'efficacité. On estime par exemple qu'une bonne taille d'effet d'un médicament, c'est 0,30, 0,40. Il faut savoir par exemple que la taille d'effet de la prise d'aspirine à visée anti-coagulation, pour éviter par exemple un accident vasculaire cérébral, est de 0,1. La taille d'effet de la prévention d'un glaucome, c'est 0,06. Donc il y a beaucoup de médicaments qui ont une très mauvaise taille d'effet. L'antidépresseur a une taille d'effet tout à fait correcte, entre 0,20 et 0,40. Mais les traitements les plus puissants largement, regardez 0,63, c'est les psychothérapies. C'est les psychothérapies qui ont fait preuve de leur efficacité dans le domaine, par exemple, de la dépression. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important dans une clinique d'axer sur des formations en psychothérapie, d'être formé en psychothérapie. Donc on va parler de tout ça, parce que c'est beaucoup plus efficace que les antidépresseurs. Chez un jeune, mon rôle de médecin, c'est d'abord de soigner avec les traitements les plus efficaces. Or, c'est les psychothérapies. Et quand c'est pas suffisant, j'appelle les parents et je leur dis, bah, écoutez, là on a mis tout en psychothérapie, votre fils, votre fille est suivi tous les jours, mais c'est pas suffisant. Il va nous falloir rajouter
un traitement, antidépresseur, thymorégulateur. Et donc on va avoir une synergie chez certains patients qui va augmenter encore l'efficacité d'associer psychothérapie et un traitement spécifique de la dépression ou du trouble bipolaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. La première prise en charge va être avant tout psychothérapeutique. Vous voyez, ce qui est tout à fait logique, on ne fonce pas et on ne se précipite pas sur le médicament. Regardez, les jeunes ayant un parent aux antécédents dépressifs a 6 fois plus de risque de développer une dépression. Ça, c'est un chiffre important à connaître et qui montre déjà la part de l'héritabilité génétique des troubles de l'humeur. Ce qu'on appelle l'héritabilité génétique, c'est pas comme la maladie de Charcot ou la maladie de la myopathie de Duchenne, propre au téléthon, qui sont là des maladies autosomiques dominantes. C'est 100% de risque d'avoir la maladie. Mais on a une part énorme génétique, en particulier dans le trouble bipolaire. Dans l'ordre des maladies les plus génétiques en psychiatrie, c'est 1 l'autisme, 2 quasi ex aequo trouble bipolaire et schizophrénie, et 3 juste derrière TDAH, trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité. Et on va voir par exemple qu'il y a des liens en plus très étroits entre TDAH et trouble de l'humeur comme un trouble bipolaire. On va le voir ça tout de suite. La dépression, donc vous voyez à l'âge de 18 ans, 25% des jeunes ont déjà traversé au moins un épisode dépressif majeur. Ça voudrait dire que dans un monde idéal, il faudrait que tous les jeunes d'un collège, d'un lycée soient vus au moins une fois pour un check-up complet. On met bien notre bagnole au contrôle technique tous les 2 ans et on ne met pas au contrôle technique nos ados. Il faudrait, ce serait logique, de faire des pôles de prise en charge et pour voir comment cet ado va. Quand on se dit qu'un quart ont déjà vécu une dépression, la plupart, autant le dire, n'ont jamais été suivis ou pris en charge. Pourtant, vous allez voir à quel point c'est indispensable. Donc voilà les symptômes de la dépression. Chez un jeune, ça c'est chez un adulte. Donc vous avez à la fois la dimension de tristesse de l'humeur, qui est la dimension dite thymique, qui est de moins en moins vraie parce qu'elle passe de plus en plus par des somatisations. On est dans un monde narcissique, de l'apparence, c'est paraître ou ne pas être. C'est plus être ou ne pas être de Hamlet, et donc on ne peut pas s'effondrer, on a besoin d'être fort, d'avoir la pêche, on ne peut pas s'effondrer devant son patron, devant ses amis, la société, et donc ça va beaucoup passer chez les adultes d'aujourd'hui dans la dépression par je vais revoir docteur parce que j'ai mal partout, là j'ai mal au dos, et puis vous voyez ça me lance comme ça, et puis avec mon mal au dos forcément je dors pas de la nuit parce que vous voyez ça me fait des à-coups comme ça, et comme je dors pas de la nuit, vous savez je me suis gavé de médicaments là, donc j'ai plus d'appétit, j'ai perdu 3 kilos, j'ai dû arrêter le tennis avec les copains, forcément parce qu'avec les douleurs comment vous voulez que je fasse, et là je viens vous voir pour que vous fassiez de la mésothérapie là, quoi docteur, le moral? Mais pourquoi vous me parlez de morale? Je ne parle pas de morale, moi je vous dis que j'ai mal au dos. Et ça, c'est une dépression typique de 2017. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni de la dépression et ça va passer par un équivalent somatisation. C'est le corps qui parle. Il y a le ralentissement cognitif, c'est-à-dire il y a une perte des capacités à réfléchir, à se concentrer à l'école. Il y a un émoussement d'élan vital. On va dire dans le Nord, docteur, j'ai plus de goût à rien. C'est exactement, docteur, j'ai plus de goût à rien. On va dire. Et autres symptômes, troubles du sommeil, troubles anxieux, il peut y avoir des éléments psychotiques comme entendre des voix, ça peut faire partie tout à fait de la dépression. Chez un ado, on va avoir un trépied qu'il faut rechercher, qui est le trépied irritabilité, somatisation et chute des résultats scolaires. C'est vraiment, vous voyez ces 3 éléments-là, alors c'est pas suffisant pour faire un diagnostic de dépression, mais c'est un jeune qui va tout d'un coup devenir extrêmement irritable, avec une cassure dans son développement normal. Parce que vous allez me dire, oui, mais tous les ados sont irritables, venez voir à la maison. Oui, ok, j'ai les mêmes à la maison aussi, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a une cassure, c'est-à-dire que cette jeune qui jusqu'à maintenant était avec un caractère normal, et là on ne le reconnaît pas. Il s'énerve pour un rien, il s'énerve pour n'importe quoi, il pète les plombs, son petit frère lui fait une remarque parce qu'elle a un petit trou à sa chaussette, et la grande sœur commence à lui balancer la table à la figure en disant tu me fais chier, tu me fais yesh très exactement, et va aller partir en claquant la porte. Et donc on est dans un modèle comme ça d'une irritabilité qui est devenue pathologique. Et on parle de pathologique parce que cette irritabilité, elle est anormale par rapport au caractère de la personne et complètement disproportionnée. C'est-à-dire que la colère, elle est disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on va parler de quelque chose qui est devenu pathologique. Et qui va devenir pathologique dans le sens où là aussi ça va interférer. C'est le jeune qui jusqu'à maintenant ne disait rien à l'école et se met à répondre aux profs. Et
se met même à insulter les profs. Donc vous êtes appelé parce qu'il va passer en conseil de discipline, alors que jusqu'à maintenant c'est un jeune qui ne posait pas de problème. Donc des choses comme ça, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? Et le risque c'est aussi c'est de dire, ah mais ça y est, c'est l'âge ingrat, c'est la crise d'ado. On va beaucoup avoir tendance à banaliser, à mettre ça dans un fourre-tout et dans un sac comme ça, la crise d'ado. On va avoir ces somatisations qui sont très fréquentes chez le jeune. Maman, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal à un genou, j'arrive plus à marcher, j'ai envie de vomir, je perds connaissance. À l'école, l'infirmière scolaire vous appelle et votre fille perd connaissance dans le cours, à l'intercours. Donc on a des phénomènes de somatisation extrêmement fréquents. Et enfin, rechercher une chute des résultats scolaires qui, vous l'avez compris, a différentes origines. Premièrement, on se démotive, j'ai plus de goût à rien, j'en ai marre de l'école, ça m'intéresse plus, de toute façon à quoi ça sert, j'aurai jamais mon bac, je laisse tomber, je laisse tout tomber, je ne veux plus aller à l'école. Ça peut être aussi, on se réfugie dans les jeux vidéo parce qu'on va combiner une cyberaddiction avec une dépression. Et ça va être surtout le ralentissement général du cerveau. On a un ralentissement cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est intellectuel, donc on va avoir un ralentissement de la mémoire. J'apprends mes leçons ce soir, demain matin j'ai tout oublié. Et je me fais engueuler par ma mère qui me dit que j'ai mal bossé, sinon j'aurais pas tout oublié et je me fais prendre une baffe. Ça c'est un cas que j'ai eu récemment. Alors que donc c'est exactement comme si on avait mis une baffe à un enfant parce qu'il a 39 de fièvre et qu'il commence une grippe. Vous voyez, donc c'est ça aussi, il faut voir aussi ces choses-là comme des symptômes, c'est pas de la faute de l'enfant. On va avoir ces phénomènes de troubles de l'attention et de la concentration. On est en classe, mais on lâche prise au bout de 5 minutes. On est ailleurs, on regarde par la fenêtre, au bout d'un moment on dit « Hein, il en est où le prof là ?» Et donc on commence à regarder la copie d'un autre. Frédéric, tu m'écoutes là? Ça finit, oui? Et donc on est complètement perdu, on n'est plus la tête là, on arrive déjà à l'école crevé, démotivé, plus de mémoire, plus de concentration. Là-dessus on arrive le soir, il faut bosser parce que c'est bientôt le brevet des collèges ou le bac français ou tout ce que vous voulez. Et donc on se retrouve dans des situations plus que problématiques et qui sont en cercle vicieux. Vous voyez un autre point important de cette dépression, c'est que la plupart des symptômes auto-stimulent la dépression. C'est comme si en permanence la dépression était ravitaillée en vol et ne pouvait jamais s'arrêter. Regardez, dans une dépression, on a des troubles du sommeil. Si je suis déprimé et que j'ai des troubles du sommeil, cette nuit je vais super mal dormir, je vais faire des cauchemars, je vais me réveiller à 4h du matin. Demain, mon moral il sera comment? Évidemment encore pire puisque je n'ai pas dormi de la nuit. Donc je vais être encore plus déprimé. Comme je vais être encore plus déprimé, je vais encore plus mal dormir la nuit prochaine. Et ainsi de suite. Si j'ai une chute des résultats scolaires, que d'habitude j'étais narcissisé, renforcé parce que j'avais 16 de moyenne générale et que cette année je suis passé à 12, 11, 9 et que je me fais engueuler à la maison, là, je me fais confisquer mon portable parce que je suis passé à 9 de moyenne et que c'est bien la preuve que je fous rien et que de toute façon je déçois tout le monde et mes parents, etc. Comment je vais être moralement? Je vais encore plus me déprimer, bien sûr. Comme je vais encore plus me déprimer, je vais avoir encore plus de troubles cognitifs. Donc comme je vais avoir encore plus de troubles cognitifs, j'aurai 7 de moyenne au trimestre prochain et ainsi de suite. Donc vous voyez, la plupart des symptômes auto-stimulent les risques de dépression. Il peut y avoir d'ailleurs non pas une hypersomnie comme j'ai mis là, mais une hypersomnie, c'est-à-dire que c'est des signes plus spécifiques de l'ado, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des insomnies, il y a certains ados déprimés qui se mettent à trop dormir. On n'arrive pas à lever le matin, ça vous connaissez peut-être aussi, de l'hyperphagie à la place de l'anorexie. Chez un adulte dépressif, la plupart du temps on perd du poids parce qu'on a plus faim, et chez l'adolescente en particulier, ça peut être j'ai pris 8 kilos depuis janvier, j'arrête pas de manger tout et n'importe quoi, souvent de la malbouffe, et ça peut être aussi des symptômes particuliers de la dépression de l'adolescent. Et enfin des conduites addictives, des conduites parasuicidaires, c'est-à-dire c'est des équivalents suicidaires, on se met à faire n'importe quoi en scooter, en roulant sans casque, les yeux fermés, en faisant du wheeling et en prenant, je sais pas, l'autoroute en sens inverse, dans un côté de jeu morbide et parasuicidaire cap ou pas cap, et donc on se retrouve dans des situations comme ça. Tout ça, vous voyez, ce sont des symptômes importants à connaître et retenir surtout le trépied, irritabilité, somatisation, chute des résultats scolaires. Si vous ressentez ça chez un jeune, n'hésitez pas à dire il faudrait quand même qu'on aille voir un médecin pour avoir un avis diagnostique, parce que je me demande si le jeune en question n'est pas déprimé. Regardez une étude américaine qui est assez récente, qui a été tout à fait originale. On prend des jeunes qui sont placés en centre de détention. Donc pas du tout pour des problèmes de symptômes. Les psychologues sont partis faire une étude dans un centre qui ressemblerait en France à un centre d'encadrement renforcé. On leur fait passer un entretien clinique, des tests d'évaluation, des questionnaires. Qu'est-ce qu'on trouve chez ces jeunes qui ne sont absolument pas venus pour ça? Que presque la moitié d'entre eux, au moment où on les voit, souffrent d'un trouble de l'humeur.
Vous voyez, 10 d'entre eux étaient en pleine dépression, 10 d'entre eux étaient en accès maniaque, et un d'entre eux était en état mixte. C'est-à-dire un mélange entre dépression et accès maniaque. Vous voyez, c'est énorme. Or, on n'en parle jamais de ça. On ne parle jamais de la souffrance, par exemple, on va dire dans les banlieues, pour faire un peu caricatural, où on nous dit qu'il y a des jeunes qui brûlent des voitures, qui font n'importe quoi, qui vont plus à l'école. Mais j'entends jamais de journalistes qui disent, et si, comme on le voit dans les études, 42% d'entre eux étaient en souffrance psychique avec besoin de soins. Vous voyez, donc ça aussi, c'est une question éthique, déontologique, qu'on a tous à se poser, surtout un peu avant les élections, pour dire à nos futurs élus, qu'est-ce que vous allez faire pour ça, vous, si je vous élis député de ma région? Parce que c'est maintenant qu'il faut aller voir les politiques pour aller leur demander ça. Un point important, aujourd'hui on ne peut plus parler de dépression comme une maladie psychologique, parce que regardez ce qui se passe quand on fait un PET scan par exemple, c'est-à-dire on voit le cerveau en direct. Regardez, dans la dépression, le cerveau s'est complètement éteint. Ça c'est quelqu'un qui est guéri ou non déprimé. En jaune, c'est les parties les plus actives de son cerveau, c'est le cortex qui est à l'extérieur. Et regardez une personne déprimée, son cerveau s'est éteint, et en particulier c'est le système d'écoute sagittal. C'est dans ma position là ici, donc mon cerveau comme ça, crac. Donc là c'est la partie du front, et là c'est derrière. Et bien regardez, quelqu'un qui est déprimé a une extinction du cortex frontal gauche. D'ailleurs, il y a certains traitements, comme par exemple la DIP-TMS, la stimulation magnétique transcrânienne, on va mettre un aimant puissant au niveau de mon cortex frontal gauche. Vous vous souvenez de vos cours de physique, un aimant va réentraîner un circuit électrique et inversement, on va créer un circuit magnétique avec de l'électricité. Donc si je mets un aimant ultra puissant au niveau de mon cortex frontal gauche, je réactive le circuit électrique de cette zone-là du cerveau. Et ça peut avoir des effets antidépresseurs. Donc ce sont des nouveaux traitements qui existent, des formes de troubles de l'humeur, qu'on va soigner par le côté magnétisme. Enfin, c'est de l'électromagnétisme, c'est la stimulation magnétique constante. Et surtout, regardez ces études-là. Ça, c'est le nombre de jours passés dans la dépression, de centaines de patients. Et en ordonnée, vous avez le volume d'une zone du cerveau, en particulier la zone dite hippocampique, qui s'appelle comme ça parce que c'est une zone du cerveau qui, comme son l'indique, ressemble à un petit hippocampe. On en a deux de chaque côté. Ce sont des zones mémoire très importantes entre autres de notre cerveau. Eh bien, regardez ce qui se passe. Vous voyez que le cerveau s'atrophie. On a aujourd'hui des preuves par des dizaines d'études différentes qu'une dépression non soignée est neurotoxique. C'est-à-dire qu'elle va atrophier le cerveau. Et la mauvaise nouvelle par derrière en plus, c'est qu'il n'y a pas de restitution après la dépression. Parce qu'on pourrait se dire, en étant optimiste, oui mais c'est pendant la dépression. Et ensuite, dès qu'on sort de la dépression, ça se remet comme avant. Non, on perd des neurones. On pense aujourd'hui griller des centaines de millions de neurones par jour dans une dépression. Et si ce n'est pas soigné, on grille le cerveau de nous-mêmes, de nos enfants. Parce que là aussi, l'autre mauvaise nouvelle, c'est les études chez l'enfant. Diminution bilatérale du volume de l'amygdale, pas l'amygdale qu'on a dans la gorge, mais des zones d'amygdale en grec, c'est-à-dire des amandes. Donc on a deux zones du cerveau qui sont en forme d'amande, d'où leur nom d'amygdale. Et regardez, ça ce sont des sujets en bonne santé, healthy subjects, et ça c'est des patients déprimés, et c'est en ordonnée aussi le volume des amygdales cérébrales. Et regardez, ça a baissé le volume, pareil à gauche, et malheureusement, il y a une association entre la réduction de volume et la réponse anormale aux stimuli socio-émotionnels. C'est-à-dire qu'au plus l'amygdale a été touchée, au plus ça va être dur de guérir la personne. Et là aussi, ça veut dire qu'on a des preuves par ce type d'études aujourd'hui qu'une dépression non soignée va engendrer une toxicité du cerveau. On est en train d'abîmer le cerveau d'un enfant de 8 ans parce qu'on ne lui soigne pas sa dépression. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure de l'attentisme dans certaines structures, vous savez, parler de dépression chez des enfants, c'est un grand mot. On va le voir, vous savez, ça peut être une petite crise d'ado, c'est pas grave. C'est exactement comme si je vous disais, bon, vous avez un diabète insulinodépendant, c'est on a pu vous prouver, mais bon, revenez me voir dans un an. Alors bien sûr, vous allez tomber dans le coma diabétique tous les 15 jours, et puis, mais bon, mais vous savez, c'est la vie, c'est le destin. On mettra en prison le diabétologue qui vous dirait ça. Vous voyez. Donc on est dans quelque chose, je fais exprès un peu d'être caricatural, il est important de soigner ces dépressions. On ne peut pas ne pas soigner la dépression, sinon on est dans une non-assistance à personne en danger. Parce qu'il y a un danger de cerveau qui est abîmé. Les troubles bipolaires, c'est au moins 1% de la population. Donc vous voyez, c'est largement un trouble pas du tout rare. Ça veut dire 600 000 personnes en France. C'est 2 fois et demi l'île, 600 000 personnes. Donc on a un nombre énorme de personnes qui sont touchées. Plus de 30% des déprimés sont bipolaires.
c'est-à-dire qu'ils sont suivis par leur médecin généraliste, qui connaît mal le trouble bipolaire, qui les met sous antidépresseurs. En fait, ils ne sont pas déprimés, ils sont bipolaires. Ce n'est pas la même maladie. Et puis surtout, on estime en France que 80% sont non diagnostiqués. Imaginez que je vous dise en France, 80% des tuberculoses ne sont pas diagnostiquées. Mince, on est dans le 5e pays économique mondial, on est dans un pays qui est dans les 3 premiers du monde moderne de la médecine, et 80% d'une maladie grave, parce que pourquoi je dis grave? Prenons par exemple ce chiffre-là qui est terrible, c'est que dans les études de méta-analyse, on sait que 15 à 20% des patients bipolaires meurent par suicide. Vous comptez depuis tout à l'heure ce que je vous disais, 600 000 personnes en France, ça va concerner 120 000 personnes. Et donc c'est un problème qui se pose dès l'adolescence, d'où l'importance majeure, c'est un enjeu majeur de santé publique de repérer tôt pour protéger. Alors je ne pourrai jamais vous dire malheureusement que dans une unité de soins, le risque zéro existe et qu'on vous promet qu'avec nous ou avec des collègues, votre enfant sera protégé. Parce qu'on ne peut pas être... C'est exactement comme si j'étais cancérologue et que je vous promets qu'il guérit 100% des cancers. Non, malheureusement, la médecine d'aujourd'hui n'arrive pas à guérir encore tout le monde. On progresse, mais on ne guérit pas encore tout le monde. Et donc dans le domaine du trouble bipolaire, ça bouge beaucoup. L'espérance de vie est diminuée. Il y a 44% de risque de conduite addictive. Pratiquement tous les patients bipolaires ont une histoire à un moment, pour beaucoup ils ont pu s'en sortir, mais de problèmes de tabac, d'alcool, d'autres drogues, et c'est extrêmement fréquent. Et dans les facteurs de risque de trouble bipolaire chez les jeunes, je vais rechercher, je pose souvent la question aux parents, est-ce que votre fils est attiré par les écrans? Parce que la première addiction aujourd'hui, c'est les cyberaddictions. Il y a plein de parents qui disent mais c'est infernal. Vous me posez la question, mais j'arrive pas. Il peut être 20 heures sur 24 devant ses écrans, entre le téléphone, la console, les écrans en général. Donc ça va être ensuite des addictions extrêmement précoces. On va rechercher chez les jeunes des addictions prépubères, qui sont pour moi prébipolaires. Des jeunes qui se mettent à avoir des conduites addictives de substances avant l'adolescence, qui se mettent à fumer à 9 ans. Qui prennent du cannabis avec des grands frères dans la cité à 10 ans et demi, qui font les urgences m'appellent au CHR parce qu'ils ont un petit de 11 ans qui était à 3 grammes d'alcoolémie ce week-end, qui dans une communion a sifflé toutes les bouteilles, et puis les parents me disent mais c'est qu'il y a retiré par l'alcool, c'est dingue, c'est pas la première fois que ça arrive, on l'a déjà surpris à la maison en train de vider la bouteille de whisky de papa, des trucs, mais c'est des petits 10 ans dont je parle. Et là aussi il y a des phénomènes comme ça qui sont... Moi, ça me fait tilt dans la tête. Je ne fais pas un diagnostic là-dessus. Mais dis, tiens, ça je le note. Dans les risques de prébipolarité chez les jeunes, on va avoir des idées de suicide prépubères aussi. Un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui dit à ses parents, si c'est ça, je vais mourir, je vais me suicider. On va avoir des phénomènes hallucinatoires. Hallucinations auditives, visuelles, prépubères aussi. Un enfant qui dit, ben, moi j'entends régulièrement une voix, ou je vois des esprits dans ma chambre, ou je vois des fantômes, ou il y a un personnage, je vois des morts, des phénomènes comme ça, qui ne sont pas des phénomènes de psychose, qui ne sont pas des phénomènes de folie. Quand on voit des trucs comme ça, on se dit, oh là là, c'est peut-être quelqu'un qui est schizophrène. Non, ça peut être tout à fait des phénomènes comme ça. Alors si je résume, on a parlé tout à l'heure de l'héritabilité génétique. Imaginez que vous avez dans votre famille des gens qui sont bipolaires. Papa, maman, tonton, tata, une grand-mère, et n'oubliez pas que 80% ne sont pas diagnostiqués. Donc ça veut dire que parfois c'est à vous de les diagnostiquer. Tata Henriette, on ne l'a jamais diagnostiquée, mais elle a toujours été avec ses grands chapeaux roses fluo, ses fleurs sur la tête, les moments où elle venait à la communion du petit en monokini en février. Bon. Donc on a des phénomènes comme ça de famille. On a là-dessus un jeune qui a pu avoir des idées de suicide prépubère, qui vous dit parfois qu'il veut mourir, qui vous écrit ses hallucinations, qui a des phénomènes de conduite addictive très forts déjà avec les écrans ou de substances psychoactives. Ça fait là un sacré faisceau d'arguments pour dire ce jeune-là, il faut vraiment qu'il soit vu par un spécialiste en vitesse, parce que là aussi on pourra prendre tôt en charge ce jeune. Donc vous voyez, ça c'est le travail diagnostique que je vais faire en tant que pédopsychiatre avec ces jeunes. Donc vous avez compris, le trouble bipolaire c'est ça peut être une dépression. Pendant plusieurs semaines après tout va bien, on devrait dire un trouble tripolaire en fait, parce qu'on a 3 pôles. On a le pôle dépression, on a le pôle où tout va bien entre guillemets, le pôle normal entre guillemets, et le pôle où on fait un accès hypomaniaque par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a au moins 3 phases différentes. Et même plus, il faudrait faire un trouble quadripolaire, parce qu'on peut être en état mixte. C'est-à-dire je suis super speed, je
vais chez le médecin, je suis super speed, je suis super énervé, je dors 2 heures par nuit et je veux mourir. Mais je veux mourir et je suis super speed. Vous voyez, j'ai à la fois des idées suicidaires dépressives et en même temps je suis super speedé et super énervé. Ça c'est un état mixte, c'est-à-dire c'est un mélange à la fois de troubles maniaques et de troubles dépressifs. Et donc on peut avoir une énorme dépression en plein milieu de l'année. Pendant un temps, on est dans un état mixte en plein milieu de la dépression, et puis ça se calme, et puis après, pendant tout un temps, on n'a plus rien, et puis ça se réaggrave. Donc c'est ça, c'est super difficile aussi pour la famille, pour l'entourage. Parce que ça veut dire que, ouf, on est dans une phase, et à chaque fois, on va se dire, mais combien de temps ça va durer? Combien de temps on va être tranquille? Hein, je pense que là, j'interpelle des conjoints, des papas, des mamans qui disent, bah oui, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on vit tout le temps. Comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'on avait peur. Voilà. Donc là, par exemple, ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle un trouble bipolaire à cycle rapide. On va parler de cycle rapide quand il y a plus de 4 épisodes par an. Imaginez que là, je passe toute l'année 2016, et là, ce serait une personne qui a des cycles rapides. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne va pas mettre le même traitement à quelqu'un qui a des cycles rapides qu'à quelqu'un qui a un trouble bipolaire à cycle non rapide. Cycle non rapide, on va plutôt mettre du lithium. Les cycles rapides, le lithium ne marche pas bien. Mais ça, c'est des histoires de spécialistes, ce que je vous dis là. Hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bien spécialistes des troubles bipolaires. En pédopsychiatrie, il n'y en a quasiment pas. Comme ça, vous l'avez remarqué. Parce que ça ne fait pas partie de l'histoire de la pédopsychiatrie française. L'histoire de la pédopsychiatrie française a été depuis les années 60 très psychanalytique. Et donc tous ces diagnostics, les avis diagnostiques, les prises en charge, ces données scientifiques ne sont pas toujours prises en compte par tous les pédopsychiatres. Et ce qui rend les choses compliquées. Regardez cette étude rétrospective de 1994, faite par l'équivalent de Bicycle aux États-Unis. C'est l'association qui s'appelle National Depressive and Manic Depressive Association. Donc une association des patients dépressifs et maniaco-dépressifs. Ça doit être l'équivalent de Argos 2001. 59% des patients bipolaires adultes ont vu leur trouble débuter dans l'enfance ou dans l'adolescence. En gros, dans cette étude, il y en a eu plusieurs qui trouvent le même résultat. On demandait des patients bipolaires adultes, mais en vrai, même si on ne vous avait pas fait le diagnostic à l'époque, quand vous revenez à votre propre histoire, à quel âge, vraiment, vous avez commencé à avoir des troubles et à être pas bien? Eh bien, au plus de la moitié des patients bipolaires adultes disent, mais moi déjà à 14 ans, j'étais pas bien. Je faisais des scarifications, je faisais des tentatives de suicide, j'avais des problèmes d'alcoolisation, j'avais été exclu de l'école. Bon, à l'époque, on m'avait fait le diagnostic, on m'avait traité de délinquant. Mais clairement, j'étais déjà pas bien à l'époque. Et après coup, 10 ans après, on m'a fait le diagnostic, mais ça faisait 10 ans que j'avais ça. Imaginez qu'on commence à vous traiter un cancer 10 ans après le début. Les études rétrospectives, une autre, 56% débutent avant 18 ans, dont 28% avant 13 ans. Donc vous voyez, les chiffres sont très proches. Hein. Une des équipes de recherche a trouvé 59%, l'autre trouve 56%. Ce qu'on peut dire en tout cas de manière consensuelle, c'est que plus de la moitié des troubles bipolaires commencent dans la classe d'âge enfant et ado. Pratiquement personne ne fait de diagnostic comme ça en France. Qu'est-ce qui se passe? C'est déconnant. On se dit, dans les études, la moitié commence à l'adolescence et on ne les diagnostique pas à l'adolescence. Alors ils sont où? Où vous les avez mis? Vous voyez, on peut se poser plein de questions bizarres comme ça. Hein. Et les études, ce qui est intéressant aussi, c'est des études prospectives. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur l'arrière, sur le passé, mais on prend des patients de maintenant. Hein, on prend par exemple 1068 patients bipolaires de moins de 13 ans, comparé à 1187 bipolaires de plus de 18 ans, et on étudie pendant 2 ans ce qui viennent. Eh bien, on sait qu'au plus ça commence tôt, au moins bon le pronostic est. Il y a plus de risques dépressifs, il y a moins de périodes d'optimisme, c'est-à-dire des périodes normales, il y a des conséquences psychosociales plus importantes, d'échecs scolaires. Donc on sait ça. Et puis, on sait aussi que la durée de bipolarité non traitée, là en anglais c'est duration of untreated bipolarity, elle est 10 ans, ce qui est une catastrophe, encore une fois, de santé publique. Il faut 10 ans au moins pour faire un diagnostic en France. Un autre point important, 47% des adultes présentant un TDAH ont une comorbidité bipolaire. TDAH égale trouble déficit de l'attention et hyperactivité, c'est les enfants hyperactifs. Et bien quand on prend les adultes hyperactifs, et bien la moitié sont en même temps bipolaires. Et l'autre chiffre, si on prend des patients bipolaires et qu'on leur fait faire des questionnaires d'hyperactivité, des tests neuropsychologiques, etc., et bien 1 sur 5 est aussi hyperactif. Donc vous voyez, il y a des liens qui ne sont pas dus au hasard, parce que sinon on n'aurait pas des chiffres aussi élevés entre TDAH et bipolarité.
et qui ressort de toutes les études. Vous remarquez que depuis le début, je ne vous sors pas mon petit feeling personnel de petit pédopsychiatre. Je vous sors les études qui existent, qui ont mobilisé des années de recherche à travers le monde, et les études surtout sont consensuelles, c'est-à-dire qu'elles arrivent à la même chose. Regardez aussi une autre étude tout à fait intéressante, suivi prospectif à nouveau. On prend 1277 ados qui ont une hyperactivité, comparé à 5640 contrôles. C'est-à-dire on prend 5640 autres ados qui ont le même âge, qui sont dans le même niveau d'études, même niveau socio-familial, c'est les mêmes, sauf que les uns sont hyperactifs et les autres pas. Eh bien regardez, le risque relatif de devenir bipolaire est multiplié par plus de 5. Alors quelquefois je suis désolé, mais c'est vrai que je donne ces études-là à des parents, je les inquiète un peu sûrement, mais je ne peux pas leur mentir. C'est pour ça qu'il y a plein de parents qui me connaissent ici, je leur ai parlé et reparlé. Oui, je ne peux pas vous dire que votre enfant est protégé de la bipolarité, parce qu'on sait, comme il est hyperactif, qu'il est déjà soigné, qu'il est déjà pris en charge, eh bien on sait par ces études-là que le risque de passage en bipolarité est multiplié par 5. Mais c'est tout, ça ne veut pas dire premièrement que c'est sûr, et deuxièmement, c'est d'autant plus important de le savoir, parce que ça permet de prendre en charge le plus tôt possible. Encore une fois, il vaut mieux prendre une petite lésion précancéreuse et l'enlever tout de suite que d'arriver à un cancer beaucoup trop tard. Évidemment, le pronostic ne sera pas du tout le même. D'où l'importance que les parents soient bien informés comme vous l'êtes ce soir et de dire « Ok, je ne vais pas m'en faire non plus une obsession, mais je me dis qu'effectivement, si je retrouve quand même des signes, des éléments, alors ce sera très important d'en tenir compte. » Et regardez, si vous avez un TDAH et en plus des troubles des conduites, ça veut dire que vous avez déjà des problèmes de conduite à l'école, que vous passez en conseil de discipline, que vous vous engueulez avec tout le monde, que vous êtes viré de l'école, que vous avez des problèmes avec les profs, avec les élèves. Alors là, le risque de devenir bipolaire est multiplié par 14. Je vois des têtes qui se tournent vers les uns et les autres. Mais vous voyez, c'est des chiffres énormes. On a très rarement ce genre de chiffres quand on fait des études médicales sur le diabète, sur l'infarctus, sur plein d'autres choses. Et ce sont, vous voyez, des études récentes, celle-là date de 2013, et vous voyez que c'est des études incroyablement sérieuses parce qu'elles ont suivi pendant des années, pendant 8 ans, plus de 6000 jeunes. Vous imaginez ce que ça coûte ce genre d'études, combien ça a mobilisé de personnes, c'est 8 ans de travail pour arriver à des chiffres, mais qu'on doit connaître. Moi, bien sûr, c'est une obligation pour moi, c'est ma responsabilité, comme vous disiez tout à l'heure, c'est 32 de la déontologie médicale. Mais pour vous aussi, ce sont des chiffres importants à connaître. Or, personne n'en parle jamais. Je vois jamais d'articles là-dessus dans la presse, à part les associations qui en parlent. Heureusement qu'il y a des associations pour en parler de tout ça. C'est grâce à vous qu'on en parle ce soir. Donc, état des lieux en résumé en France, le diagnostic de trouble bipolaire est rarissime dans cette classe d'âge. L'épidémiologie pourtant c'est la même que chez l'adulte, c'est au moins 1% des enfants et des ados. Et 20 à 40% des adultes bipolaires rapportent le fait que les troubles ont débuté dans l'adolescence. Et là c'est plus que 20 à 40%, puisque je vous citais les chiffres de 56 et 59%. Ça c'est une autre étude encore, qui est une étude française qui donnait ces chiffres-là. Alors qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'il y a ce gap, qu'il y a ce fossé? Comment on peut expliquer ce fossé? Il y a quelque chose qui ne va pas. L'accès maniaque du préadolescent, voilà, c'est une maman qui m'a écrit ça, c'est pour ça que je le reprends. La maman qui m'écrit concernant son fils avec des fautes d'orthographe, il tutoie ses professeurs de néerlandais. Ici dans le Nord c'est facile à comprendre, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'école en Belgique, qui habitent Waterloo, qui sont à l'école par exemple du côté belge, et donc il y a des cours de néerlandais. Et donc il ne voulait pas apprendre cette langue, il se balade en classe, il fait n'importe quoi. Donc c'est un enfant, vous voyez, qu'on pourrait qualifier de familiarité déplacée, d'irrespect, s'estime au-dessus des lois. Ça, c'est un phénomène hyper classique. Agitation motrice. Retour au calme difficile voire impossible. La maman m'écrit aussi, il se vante aux gens, à ses copains, qu'il a déjà fumé, volé et toutes ces bêtises. J'ai oublié de vous dire, l'enfant a 10 ans et demi. Donc il fanfaronne, mégalomanie, et après contrôle, oui, il fume à 10 ans et demi, il a vraiment déjà des attitudes de conduite addictive et il est super attiré. Dans une furie furieuse chez le médecin pour faire un rappel de vaccin, il a commencé à courir dans le cabinet et il a crié « Au secours les gens dans la salle d'attente, venez me sauver ». Il se fait faire n'importe quoi, vous voyez, furie furieuse, phase de furie dans un contexte d'accélération psychomotrice, fabulation anxieuse. Ce même enfant, donc le grand-père vient de mourir il y a 15 jours, et la grand-mère fait
un repas de famille, de recueillement. L'enfant va aux toilettes, revient avec la brosse des toilettes et il dit à sa mère devant tous les autres, je te bénis au nom du Père et du Fils, et il arrose sa mère avec l'eau des toilettes. Donc dans un truc qui veut nous faire sourire ici, mais imaginons le contexte dans la famille, ils sont en plein deuil, et ils se disent mais il fait exprès, il provoque, qu'est-ce que c'est que ce gamin, on va le punir. Et lui, il est dans une sorte de trip dans son monde intérieur, en train de faire n'importe quoi, il le regrette après. Hein. Et vous voyez, on a des phénomènes de comportement inadapté à incongru, d'association d'idées subites, qui sont hyper fréquents. Et là, je vous garde le meilleur pour la fin, si je puis dire. Il est monté sur la table qui était en face du bureau de la maîtresse, a tiré son pantalon, et en sautant sur le bureau de la maîtresse, lui a dit « tu me suces, sale pute ». Je vous rappelle, il a 10 ans et demi. C'est comme ça qu'il est arrivé ici. C'est-à-dire que c'est dans ce contexte-là de signalement, on se dit c'est un enfant qui a dû être victime d'abus sexuels pour faire un truc pareil. Et donc on est dans des situations gravissimes comme ça, avec des enfants qui sont dans une hypersexualité aussi. Et ça, c'est un phénomène qui arrive très fréquemment et beaucoup d'ados peuvent en parler, en disant je pense qu'à ça, j'arrête pas de penser à ça, j'arrive pas à m'en empêcher. Les jeunes peuvent nous en parler dans un contexte de secret médical, mais ça existe chez l'adulte, ce côté hypersexualité dans l'accès maniaque, et ça peut arriver à 11, 12, 13 ans où on n'arrive pas à s'enlever ça de la tête, on passe sa journée devant des sites porno à 12, 13 ans, on a des masturbations compulsives, on est dans des phénomènes qui peuvent tout à fait être des symptômes d'accès maniaque ou hypomaniaque. Des inhibitions et irrespect, pulsions sexuelles incontrôlées et incongrues dès le plus jeune âge. Donc souvent chez les jeunes, vous voyez, plutôt que d'être des troubles bipolaires à cycle rapide, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est plein d'accès différents dans l'année. Donc là, c'est des cycles ultra rapides et c'est des accès courts. C'est ça le problème, c'est des accès hyper courts. C'est les parents qui me disent, mais vous savez, hier soir, on l'a retrouvé, je donne un exemple que j'avais eu il y a quelques années, notre fils est d'un naturel ultra pudique, on ne le voit jamais torse nu dans la maison, et là il était dans le salon à 3 h du matin, même on s'est fait peur parce qu'on pensait que c'était un cambriolage. Mon mari est descendu avec une batte de baseball, et puis on avait notre fils nu dans le salon, alors que jamais il ferait ça. Il est en train de déplacer tous les meubles dans le salon, en train de dire vous inquiétez pas, j'ai vu Valérie Damido, je suis devenu décorateur de l'intérieur, je vais tout vous redécorer la maison, mais couchez-vous, vous aurez la surprise demain matin. Allez-y, allez, hop, allez, laissez-moi tranquille. Et puis le gamin est en train de déplacer, de faire le déménagement de toute la baraque. Donc on est dans des phénomènes, mais le lendemain, quand ils l'ont adressé en consultation, il était là, il était redevenu normal, entre guillemets, en disant mais oui, bon, mes parents exagèrent, j'étais en caleçon, j'étais même pas tout nu. Mais non, t'étais tout nu. Bon, peut-être, je me souviens plus, mais bon. Et donc là, il y a une autocritique de ça derrière. L'enfant, il va avoir tendance à banaliser. Autre exemple qui me vient en tête, un enfant qui se met nu, en érection, il était en 3e ou en seconde, et qui se met, pour faire rigoler les filles, mais qui était dans un état, vous imaginez, mais qui est complètement fou, à taper sur le clavier de l'ordinateur dans un cours d'informatique, nu en érection dans la classe. Donc, on est dans des phénomènes comme ça, où le jeune ensuite se tape la honte de sa vie, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que vous imaginez ce qui se passe, il est pris en photo par une des filles qui le met sur Facebook dès le soir même, et là il est adressé post-tentative de pendaison, parce qu'il est tellement dans une humiliation et une honte que le soir même il se pend. Donc, je vais arrêter avec tous ces exemples sordides, mais qui font partie de ma vie de pédopsychiatre, ce que je vous raconte. On a ça tous les jours ou presque. Donc l'importance de pouvoir être dans le contrôle de tout ça. Et vous voyez, dans ça, je vous ai déjà montré la diapo sur l'épisode dépressif, et ça, c'est l'épisode hypomaniaque. C'est-à-dire qu'on a aussi une irritabilité. On n'a pas forcément d'euphorie exprimée. On a une accélération psychique qui fait qu'il y a aussi une chute des résultats scolaires dans un accès hypomaniaque. Que l'enfant, il part en feu d'artifice, il fait n'importe quoi. Il ne va pas écouter. C'est l'enfant qui est dans un état d'élation de l'humeur, de mégalomanie, et qui se lève en pleine classe, en tutoyant son prof de maths, ce qu'il ne fait jamais, en disant « va t'asseoir, t'as rien compris au maths. Je vais vous montrer comment on fait du maths ». Et il se met au tableau, et il commence à faire des grandes formules, c'est tout et n'importe quoi. Le prof au début était effaré en disant « il se fout de moi », et puis à un moment il se lève en disant « mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit de t'asseoir, toi. Toi, t'as rien compris au maths. C'est moi maintenant le prof de maths. » Et on se met dans des histoires comme ça, complètement aberrantes. Donc les parents sont convoqués par le directeur le soir, tout ça c'est raconté, les parents sont atterrés en disant mais c'est pas possible, non c'est pas possible, c'est pas notre fils, ce que vous nous racontez on ne peut pas vous croire. Et on est dans des situations de ce type-là qui sont assez fréquentes. Troubles des conduites, prise de drogue, conduite antisociale, prise de risque, problèmes disciplinaires à l'école, il peut y avoir une désinhibition, donc je parle d'une désinhibition sexuelle, fugue, hyperorientation, hyperactivité orientée vers un but, sexuel, prise de risque, théâtralisme. Souvent il y a ce côté très théâtral quand on est dans un accès hypomaniaque. C'est pour ça que c'est l'élève qui peut être théâtral et qui va dire à son prof va t'asseoir, t'as rien compris au maths. Donc on a l'impression que c'est un sketch.
c'est je sais pas, une caméra cachée, on se dit c'est pas possible. Ben non, c'est un accès promenade automatique. Donc les retentissements sont évidemment très importants, et en particulier en risque aussi de conduite addictive. Vous voyez, le risque d'abus de drogue, ça c'est une étude aux États-Unis. Chez l'ado de 13 ans non bipolaire, aux États-Unis c'est déjà énorme, c'est 7%. Donc il y a 7% déjà des ados de 13 ans qui sont en abus de drogue. Et chez le même ado chez qui on a fait le diagnostic de trouble bipolaire, ça va être de 32%. Donc vous voyez, il y a des liens démultipliés de risque de conduite addictive. Donc si je veux prendre un patient par exemple qui prend de la cocaïne à 13 ans, et si je ne me suis même pas posé la question de savoir s'il est bipolaire ou non, eh ben, je risque de passer à côté de l'origine de sa prise de cocaïne. Donc il ne faut pas que je traite forcément sa prise de cocaïne, mais que je traite son trouble bipolaire. C'est pour ça que c'est important de faire un diagnostic. Les antécédents de tentative de suicide, trouble bipolaire sans addiction, hein, c'est donc 24%. On prend des patients bipolaires en général, 24% ont déjà fait au moins une tentative de suicide. Ça ne paraît pas beaucoup, mais sûrement beaucoup plus que ça. Et trouble bipolaire compliqué de conduite addictive, on passe à 40%. Donc vous voyez que le fait d'être bipolaire et de se mettre à devenir alcoolique, par exemple, augmente largement le risque de passage à l'acte suicidaire. Donc tout est lié. Oui, c'est sacrément compliqué comme spécialité, comme soin, comme traitement. Parce qu'on est obligé de prendre en compte toutes ces complications comme des briques de Lego qui s'imbriquent et qui rendent la prise en charge et les stratégies thérapeutiques compliquées. Donc comment les nouvelles thérapies bouleversent nos pratiques? Je vais parler juste de deux thérapies qu'on pratique ici, parce que ce sont les deux psychothérapies classiques. Déjà 20h59, je voudrais quand même parler avec vous de l'école. Thérapie cognitive et comportementale, TCC, et thérapie interpersonnelle, qu'on connaît moins bien en France, et qui sont les deux thérapies qui ont, vous voyez, il y a des guidelines qui existent, par exemple pour les psychiatres, qui sont les guides de bonne pratique, qui sont publiés à l'issue de toutes les publications qui existent dans le monde. Et quand on prend ces publications, eh bien, il y a deux psychothérapies qui sortent et qui sont reconnues, c'est la thérapie interpersonnelle et les TCC. Et c'est pour ça qu'on pratique ces thérapies ici. C'est pas parce qu'on aime bien et que ça nous fait plaisir en tant que psychothérapeute, mais parce que ce sont des psychothérapies qui ont prouvé leur efficacité. Et donc ça, c'est un point essentiel aujourd'hui de tous les services de psy pour moi en France et ailleurs. C'est-à-dire que vous soyez sûr qu'on pratique dans une unité de soins pour vos proches, pour vous-même, pour vos enfants, des thérapies qui ont prouvé leur efficacité. C'est la moindre des responsabilités éthiques, déontologiques d'un lieu de soins. Et vous voyez qu'aujourd'hui c'est bien codifié. On a des preuves par des études scientifiques. Les guidelines se basent sur ce qu'on appelle une revue de littérature. C'est-à-dire qu'ils reprennent dans les méta-analyses, c'est-à-dire qu'ils reprennent les 1000 études qui sont sorties dans le monde entier de publications scientifiques sérieuses et ils en font un résumé et nous disent quelles sont les thérapies qui fonctionnent aujourd'hui. Alors je vous liste juste, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de ces autres formes de thérapie, les autres thérapies qu'on va utiliser dans... j'en ai dit apparemment... On va utiliser aussi ici le mindfulness, méditation en pleine conscience, qui a aussi prouvé son efficacité, la cohérence cardiaque, qui sont avec des capteurs cardiaques et c'est des formes de relaxation, hypnose, EFT, Emotional Freedom Techniques, qui sont des techniques d'acupuncture, digipuncture, de tapoter les points, et puis un domaine d'énorme avenir, c'est EMDR et thérapie dérivée de EMDR, qui sont les mouvements alternatifs. Donc ça a des effets spectaculaires dans les formes de psychotraumatisme. Et aujourd'hui, il y a des dizaines d'équipes dans le monde qui pratiquent des techniques de type EMDR dans le trouble bipolaire, dans la dépression, avec des résultats ultra intéressants. Mais là, on est dans le très moderne, expérimental, et c'est aussi ce qu'on va pratiquer ici, dans une autre dérivée de EMDR qui s'appelle MATH, mouvement alternatif, thérapie brève, hypnose. Comme son nom l'indique, on mélange des techniques d'hypnose et de MDR en même temps pour les patients bipolaires. Je pourrais vous en dire un tout petit peu plus. Je finis par mes 3 dernières diapos sur l'école dans tout ça, parce que c'est bien de vous avoir parlé de tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec la scolarité de ces jeunes? Premièrement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas à l'école. Heureusement, l'extrême majorité des adultes bipolaires bien soignés travaillent, comme vous et moi, ont une vie équilibrée sous traitement, sous psychothérapie, heureusement.
il y a beaucoup de... C'est plus compliqué que ça pour certains, évidemment. Mais il n'y a pas de raison. Ce serait complètement délétère et absolument pas thérapeutique de dire « Ouh là là, vous avez un adolescent de 14 ans bipolaire. Oh ben, je comprends qu'il n'aille pas à l'école. Hein. » Au contraire, il faut qu'il soit en mouvement, qu'il soit à l'école, qu'il vive la vie des autres, qu'il retrouve sa scolarité. C'est ce qu'on va faire ici. Hein, et certains parents ici savent bien dans la salle, c'est on va faire par exemple l'hospitalisation de nuit. Hein, le jeune va repartir au lycée dans la journée, va revenir le soir, donc il est sur des prises en charge soins-études. On va l'adresser sur d'autres cliniques. Il y a par exemple la clinique des 4 cantons, qui est une clinique collègue, et qui vont faire des soins-études à l'année. On va prendre en charge le patient en hôpital de jour. On va en même temps suivre ses études, et en même temps être dans des soins tout au long de la semaine, plusieurs fois pendant plusieurs demi-journées par semaine. On va avoir des patients qui sont en temps complet, et qui vont avoir des permissions dans la journée pour repartir progressivement en cours. Donc on a des profs qui travaillent ici avec nous, de l'association École à l'hôpital et à domicile. Donc dès le début, même en pleine souffrance, le jeune, on lui dit tu continues ta vie d'étudiant, il y a des cours, il y a des profs, tu prends tes devoirs, tu bosses ton brevet des collèges, ou ton bac, ou ta deuxième année de médecine. Hein, ça doit être aussi, dans la mesure du possible, évidemment il ne s'agit pas de faire un forcing qui n'aurait pas de sens, mais c'est de maintenir le jeune dans sa vraie vie de jeune, d'être en mouvement, comme leur hand spinner actuellement à la mode. Pourquoi ça tient en équilibre? Parce que c'est en mouvement. Pourquoi un frisbee tient en équilibre? Parce qu'il est en mouvement. D'où l'importance que le jeune reste en mouvement. Mais pas en mouvement désordonné d'un accès hypomaniaque, en mouvement de vie. Je suis en cours, je retrouve mes potes, je sors, je vais en famille, je vais au cinéma, je vais dans mon club théâtre ou dans mon club de yoga ou d'escrime. Et ça, c'est très important de maintenir le jeune dans la mesure du possible dans la vraie vie. Mais donc, l'importance majeure de le maintenir dans sa scolarité, si nécessaire, prise en charge soins-études, comme on pourrait le faire ici, par exemple. Je vous ai donné quelques exemples. Soins-études en travail conjoint entre soignants et école. C'est encore mieux quand on peut travailler avec l'école, faire une synthèse, proposer sous le sceau du secret professionnel partagé de rencontrer le prof principal ou le médecin scolaire ou l'infirmière scolaire et puis de dire voilà, on a l'accord des parents quand vous parlez du diagnostic de tel enfant, sachez-le parce que ça évite des malentendus et des quiproquos. Il n'y a rien de pire que le gamin qui va se passer en conseil de discipline parce qu'effectivement il a effectivement insulté un prof, mais que pour qu'il y ait pour éviter un malentendu malheureux, c'est dire, vous savez, cet enfant a un trouble. Je ne peux pas vous en dire plus pour des raisons médicales, mais c'était un symptôme. C'est pas voulu. Oui, monsieur. Nous, on parle pas de diagnostic, mais on fait un PL. Du coup, ces enfants-là, ils ont des aménagements scolaires, ils ont plein de choses. Personne ne sait vraiment ce qu'ils ont, mais tout est adapté. Mais parfois aussi, on peut, entre collègues, sur le médical partagé, moi je demande toujours aux parents, est-ce que vous êtes d'accord pour que je parle avec votre médecin scolaire de diagnostic? J'ai quasiment jamais vu des parents qui m'ont dit non. Ils savent bien que c'est dans l'intérêt de leur enfant. Oui. Moi, je suis médecin d'éducation nationale, c'est pour ça que je dis, moi, je dis aux parents, moi, ils ne veulent pas qu'on parle de diagnostic, parce que et du coup, je dis, en fait, le PAI, ça sert justement à vous rassurer, à ce qu'il soit bien pris en charge, qu'il y ait de l'empathie quand même, parce que l'éducation nationale, c'est vraiment comme ça. Et tout ça, le PAI, ça enlève tout ça. Donc c'est plan d'aménagement individuel de la scolarité, un PAI. Donc il y a plein d'acronymes comme ça. Hein, souvent on peut faire un PAI pour un enfant, par exemple pour lequel on a fait un diagnostic de trouble bipolaire, ou des TDAH compliqués, ou eh bien on va faire un dossier MDPH par exemple. Ça aussi vous avez peut-être entendu parler. Maison de la personne et du handicap. Ce dossier MDPH va permettre d'avoir des allocations spéciales, de demander une aide de vie scolaire, une AVS, de demander un ordinateur parce que l'enfant est en même temps dyslexique, dysorthographique. Donc on y a droit, hein, ça fait partie des droits de notre société. Et donc c'est important aussi que vous puissiez être aidé dans toutes ces démarches-là, avec le médecin de l'éducation nationale, avec le psychologue du CMP, avec un médecin d'une clinique. Et bon, avec beaucoup de parents, on a travaillé là-dessus, hein, sur ces dossiers-là. Donc si nécessaire, prise en charge soins-études, on disait, et les associations.